On peut étudier un courant musical pendant des années, sonder ses origines, recouper les différentes collaborations de ses principaux acteurs, tenter de trouver leurs influences, leurs prédécesseurs. Il y aura toujours un détail, quelque outsider iconoclaste qui échappera à notre vigilance. Et le musicien dont je vous parlerai aujourd'hui dans ce nouveau portrait, ou plus exactement de son groupe, son quartet, c'est exactement ce personnage qui est longtemps et jusqu'à relativement récemment passé sous mon radar dans mon exploration des origines de la musique improvisée européenne. Euh, bienvenue à tous, sur la chaîne de Jazz Viking. Vous pouvez, comme à l'habitude, m'appeler Félix. Ce soir, on va justement faire un petit tour chez les Vikings. J'ai appelé ce nouvel épisode de l'abécédaire du Viking P comme Prehn. Prehn, c'est donc Tom Prehn. C'est un pianiste danois né en 1938, fils d'un violoncelliste devenu chef d'orchestre, compositeur et enseignant au conservatoire de musique. Étudiant lui-même au conservatoire de musique, Tom Prehn est venu au jazz sous l'influence de son demi-frère, le guitariste Ulrich Neumann. Le jazz danois était alors évidemment sous forte influence américaine et de nombreux musiciens locaux avaient aussi dû faire carrière dans la musique populaire, dont Neumann lui-même, notamment avec le célèbre violoniste Sven Asmussen et la chanteuse suédoise Alice Babs, deux musiciens qui ont par ailleurs fait de très bons disques de jazz, au sein des Swedes, un groupe vocal vocal plus jazzé que jazz, on dirait. Ça faisait beaucoup de doobidou. Dans un genre assez courant dans les années 60 qui rappelait un peu soit les double six de Paris ou peut-être un peu plus exactement le groupe qui avait succédé aux double six, les Swingle Singers. Mais lorsque Prehn transforme son trio de jeunesse avec le contrebassiste Paul Ehlers, un groupe qui s'appelait Tom's Trio, donc lorsqu'il transforme son trio en quartet, c'est vers une toute autre direction qu'il va se tourner, vers le free jazz. Ça peut sembler surprenant vu son relatif éloignement de ce qui est inévitablement le centre culturel du pays, Copenhague, là où on pouvait entendre dans les clubs les courants les plus modernes du jazz, et où surgiront bientôt quelques groupes d'avant-garde, notamment le Contemporary Jazz Quartet ou Quintet de Hugh Steinmetz et Franz Beckerli, ou encore le groupe Cadencia Nova Danica de John Tschicai. Mais Prehn restera plutôt à Aarhus, sur la côte est de la péninsule du Jutland, ville où il avait étudié au conservatoire, avec Ehlers et le saxophoniste Fritz Krog, recrutés au sein du sextet Jazz Minerne, ou les mineurs du jazz, probablement un nom inspiré des Jazz Messengers de Art Blakey, plus le batteur Finn Slumstrup. Prehn se tourne dès 1962-63 vers l'improvisation totale. Le saxophoniste Krog se souvient par exemple, il dit « Nous jouions du bebop assez ordinaire, mais un jour, quelque chose d'assez étrange s'est produit. Au milieu de Green Dolphin Street, nous avons soudainement abandonné complètement le rythme et nous avons commencé à jouer free. Je n'ai aucune idée d'où c'est venu. Je n'avais pas de table tournante, je n'écoutais pas de disque, mais je sais que Tom avait écouté le pianiste Cecil Taylor. Moi, j'avais entendu Coltrane, mais c'était l'époque Kind of Blue. D'une certaine façon, notre musique est née d'elle-même. On a dit que nous étions plus européens qu'américains. Nous avons probablement été inspirés par le minimalisme de la musique moderne. Paul et Tom venaient tous deux du conservatoire. Un autre étudiant du conservatoire à cette époque, donc au début des années 60, c'est le saxophoniste John Tschicai, qui est probablement le plus célèbre représentant du free jazz danois. Il allait bientôt rejoindre Tschicai New York et collaborer avec certaines des figures marquantes de la nouvelle musique, dont Don Cherry, Archie Shepp, Albert Ayler, le New York Art Quartet et John Coltrane lui-même. Pas très loin au Danemark, donc à Copenhague, au café Montmartre, se produisent en 1962 Albert Ayler et le trio de Cecil Taylor. Mais Prehn ne cherche pas vraiment à copier ces pionniers de la musique libre. Il dit, par exemple, dans l'art, et spécifiquement dans une musique improvisée comme le jazz, la présence d'une expression originale, personnelle, est un élément essentiel. Au Danemark, le jazz a toujours été encombré d'épigones, accompagné d'un fort complexe d'infériorité. Vous n'êtes pas vraiment reconnu avant d'avoir trouvé quel artiste américain copier.
C'est quelque chose à combattre pour un musicien danois, mais ça peut aussi tourner à votre avantage. Le style de piano de Cecil Taylor était tellement puissant que je devais absolument l'éviter. Et il ajoute aussi, Cecil Taylor, il a prouvé qu'il était possible de jouer du free jazz sans aller directement puiser dans la tradition afro-américaine. Il nous a ainsi offert la possibilité d'une certaine liberté. Heureusement, il aurait aussi été impossible de le copier. Dès octobre 63, le quartet va enregistrer 2 faces pour le label Sonnet, qui devait publier le disque, dont le titre aurait été Axiome. Mais lorsque l'édition et la masterisation sont complétées, les musiciens reçoivent les pressages tests et sentent que leur musique a déjà vieilli. Ils hésitent à donner le go au label et celui-ci s'impatientant, l'album n'est finalement pas publié. Il va falloir attendre 2015 pour que les improvisations du groupe soient révélées au grand public sur l'étiquette Corbett versus Dempsey. Je vous propose d'écouter déjà un extrait de ce disque du quartet à cette étape un peu primitive de son existence.
Voilà donc un extrait de ce qui aurait dû être la deuxième face de cet album enregistré en 1963, Action, par le quartet de Tom Pren. Euh, on peut déjà remarquer que ça sonne comme à peu près aucun autre groupe de cette époque-là. En tout cas, moi, dans le jazz, je connais pas grand-chose qui ressemblait à ça. En 63, pas que je sache. Mais si le groupe est insatisfait des faces de 63 de ce disque, c'est qu'il travaille désormais sans relâche de retirer dans la maison de campagne du pianiste, près de Aarhus, tentant d'improviser un studio de fortune en collant sur les murs des matelas pour atténuer la résonance. Soucieux de documenter les progrès du groupe, Pren se munit d'un magnétophone à bande. Deux de ces bandes seront plus tard envoyées au pianiste suédois Lars Werner, dont Pren souhaitait solliciter une franche opinion sur le travail du quartet, et Werner devait plus tard léguer ces bandes à la Svensk Visarkiv, donc les archives du folklore, de la chanson populaire et du jazz suédois. Les archives, donc, ils les ont conservées jusqu'à leur parution sur CD l'an dernier, encore une fois sous l'égide de la galerie Corbett vs. Dempsey, cette galerie de Chicago. Une étonnante pièce de 44 minutes baptisée Centrifuga date de août 64, donc cette première bande. La longue performance est construite autour du jeu nerveux de Schlumstrup et Pren y utilise ce qui semble être un piano préparé, entre autres. Le mois suivant, en septembre, le quartet assurait la première partie d'un concert de Albert Ayler, et Pren se souvient que lors de ce concert, ils ont vraiment joué que du tout nouveau jazz, dit-il. La seconde bande du groupe, publiée sur le CD paru l'an dernier, date pour sa part de janvier 65 et contient 4 parties baptisées Solveig, c'est-à-dire le mot danois pour solstice. Probablement un solstice d'hiver, puisque donc la session date de janvier. La quatrième pièce sur cette bande avait été soit amputée, soit accélérée, on ne sait pas trop, sans que Pren se souvienne comment ou pourquoi. La session semble avoir trouvé le quartet dans une phase intense de recherche sonore. Par exemple, couché sous le piano, projetant le son directement sur les cordes de l'instrument, Fritz Krog produit des sonorités surprenantes et le groupe explore des timbres et des textures extrêmement variées. Sur ce qui serait les deuxième et quatrième mouvements, par exemple, Krog utilise abondamment les bruits de clés de son instrument, rapprochés au plus près du microphone, pour créer un effet percussif et résonnant, comme on peut l'entendre sur un extrait dont je vous propose d'écouter, un extrait de la deuxième pièce tirée de cette bande, donc qui s'appelle Solveig de 1965.
Un extrait donc d'une bande de 1965 du quartet de Tom Pren, piano, euh, Fritz Krog, saxo-ténor, Paul Ehlers à la contrebasse et Finn Slumstrup à la batterie. 65, donc c'est aussi à cette époque que Pren avec Ehlers et l'artiste visuel Mogens Gisel crée le personnage de Cosmo, héros de bande dessinée qui ne sont pas sans rappeler Kino, un peu dans le dessin, mais dans un style humoristique plus proche du nonsense et sans parole. Le quartet se passait d'ailleurs généralement de la parole dans ses performances, qui étaient apparemment plus prisées par les habitués des happenings dans les galeries et les salles de concert que des amateurs habitués aux cabarets enfumés où on entendait plus volontiers les groupes de jazz à cette époque. Pren, donc, je me souviens, il dit on jouait plus souvent dans les salles de concert que dans les clubs. On entend aussi le groupe à la radio et la télévision nationale dès 1966, l'année dont est tirée une pièce publiée en bonus sur Axiom, donc Axiom dont je vous ai fait entendre un extrait tout à l'heure, une pièce baptisée Percussive Anticipations, dont le titre souligne le rôle du batteur Finn Slumstrup, qui allait bientôt quitter le groupe pour se consacrer à l'enseignement. Mais l'environnement le plus habituel pour le quartet à cette époque est le centre culturel situé au numéro 58 de Vestergade à Aarhus, baptisé Musikernes Hus, ou la maison des musiciens, installé dans un immeuble du 18e siècle. À l'été 66, le batteur Preben Wang remplace Slumstrup et ce sera lui qui apparaîtra sur le seul disque du quartet paru à l'époque, baptisé simplement Tom Pren Quartet, on en a entendu un extrait en ouverture, sur un label appelé V58, en référence tout simplement à l'adresse de la Musikernes Hus, et dont ce fut la seule publication. Le disque avait cependant été enregistré à Copenhague et non pas à Aarhus. Évidemment extrêmement rare, l'album a été d'abord repris en CD par Atavistic en 2001 dans la série Unheard Music, sous la recommandation enthousiaste du saxophoniste Mats Gustafsson. On connaît la réputation de Gustafsson comme collectionneur de raretés, donc il a dû tomber là-dessus dans ses pérégrinations. Et il allait rédiger, Gustafsson, plus tard, les notes assez dithyrambiques de l'album paru des deux bandes de 64-65, Centrifuga et Solveig. Le disque a aussi fait l'objet d'une réédition limitée en vinyle en 2016. Les pièces de l'album suivent des structures un peu plus établies que les œuvres précédentes du quartet. À partir de 66, comme dit Pren, il dit « Le quatuor a conservé ses moments d'improvisation spontanée, mais en même temps, la musique est devenue un peu plus organisée. Composée, si vous voulez, chiffrée, plus ouverte. » Sur le disque de 1967, par exemple, avec l'utilisation du vieux thème « L'homme armé », thème abondamment utilisé par les compositeurs de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, Pren inscrit sa musique fermement au sein des traditions européennes. Je vous propose d'écouter maintenant cette pièce, donc tirée de cet album du Tom Pren Quartet de 1967, « L'homme armé ».
Alors, Tom Pren, piano, Paul Ehlers à la contrebasse et Preben Vang à la batterie dans cette version de L'Homme armé. Donc, c'est en février 67 qu'avait été enregistrée cette variation sur ce vieux thème médiéval cher à Guillaume Dufay, Ockeghem, Josquin-des-Prés et Palestrina. L'année suivante, donc en 68, sous l'influence d'un nouveau membre d'abord occasionnel puis permanent, le multi-instrumentiste Jens Wilhelm, plus connu au Danemark sous son seul surnom de Fuzzy, le quartet va s'engager de plus en plus dans des performances se réclamant du happening. Par exemple, Flick Action en 1968, inspiré de conférences de Mauricio Kagel. Un peu partout dans l'immeuble du conservatoire, des performances avaient lieu, mêlant film muet, théâtre d'ombre, art visuel, fanfare désarticulée de l'harmonie Kierne, représentation d'étudiants en théâtre grimpés sur des échelles ou suspendus au plafond, danseuses à gogo, interprétation tous les midis et aussi lors d'un concert nocturne de In C de Terry Riley. Et à travers tout ça, David Tudor qui faisait le tour des diverses salles, jouant de l'accordéon ou des petits instruments qu'il traînait dans une grosse valise. À la même époque, pour la télévision, le quartet crée un ballet de l'acteur Torben Jetsmark. Fritz Krog, donc le saxophoniste, se souvient que Prehn était à cette époque intéressé par la fusion entre les arts. Le saxophoniste dit par exemple à propos de ce ballet c'était tout simplement l'une des choses les plus drôles que j'ai jamais vécues. Souvenir d'une époque où les grands médias n'avaient pas peur de diffuser des émissions pointues aux heures de grande écoute. Le quartet allait rester actif tout au long des années 70, apparaissant par exemple en 70 même à l'automne de Varsovie, où ils avaient été invités par le compositeur Witold Lutosławski. Mais le groupe vit des mutations à cette époque. Paul Ehlers quitte en 68 pour le milieu plus lucratif du rock et de la pop. C'est Finn Sigfusson qui prendra sa place. Fritz Krog, lui, se consacre de plus en plus à sa carrière de technicien en informatique. Il sera remplacé éventuellement par Holger Leumann. Tom Prehn lui-même devait concentrer ses énergies au début des années 70 au service de la chanteuse pop Birgit Listager, pour lequel il écrit et dirige 2 albums, un peu dans le style Burt Bacharach avec Dionne Warwick.
Prenne décrit le tournant pris par le groupe à cette époque. Il dit « Après 1970, notre jazz n'était plus un but en lui-même. Sur la scène, pour les concerts, le jazz de l'époque était notre guide pour la trame du moment, le liant de cette trame. Le groupe de 1967 était un groupe de jazz pur, même s'il dépendait au départ de la scène même de ses concerts classiques, de ces conventions maniérées contre lesquelles nous nous élevions alors, avec toutes les protestations et la soif de liberté qui caractérisaient notre son même. Mais nous en avions aussi après la soumission de la scène du jazz danois aux vieilles cadences du jazz afro-américain. Notre son même était notre message, pour ainsi dire. En musique, un message est toujours mieux véhiculé s'il vit dans une seule note et grandit avec la suivante. Mais le moment du quartet était un peu passé, et si Ehlers et Krog sont tous deux revenus au jazz éventuellement, la disparition du batteur Preben Vang à la fin des années 80 sonne la véritable fin du groupe. Tom Prehn, lui, enseigne au conservatoire et continue de composer, notamment un cycle de chansons sur des paroles de l'écrivain Sven-Åge Madsen, un cycle appelé Genever, et une pièce de chambre dans la mouvance Third Stream, inspirée d'un séjour à Nairobi, une pièce qui s'appelle Ngorongoro. Il collabore aussi avec l'autrice italienne Paulina Olsen. Passionné d'archéologie et de mythologie antique, il réalise en 2006 une suite dédiée à la déesse Diane, baptisée Di, au clavier et en duo avec le batteur Eric Franzen. Prehn laisse aussi des traces sur le web avec un site en forme de longue entrevue pour qui saisit les nuances du danois dans le texte. Je n'ai pas réussi à tout déchiffrer, malheureusement. Et avec une chaîne YouTube où apparaissent quelques improvisations récentes et quelque peu atmosphériques sur des montages de bandes de son personnage des années 60, Cosmo. Les films sont crédités à un Jonathan Prehn et les arrangements à un Oliver Prehn, que je soupçonne être soit les fils ou les petits-fils de Tom. Le film le plus récent date d'avril 2021, par exemple. C'est donc avec un petit extrait d'une reprise du thème qu'on vient d'entendre, de L'Homme armé, mais qui date celui-là de 2016, que je vais terminer ce portrait. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai fait découvrir un musicien qui, moi, jusqu'à tout récemment, je ne connaissais pas. Je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube et à ma page sur Facebook pour suivre mes prochaines diffusions. Si tout va bien, on se revoit donc la semaine prochaine pour un nouveau portrait et je vous laisse avec L'Homme armé avec Tom Prehn. À la prochaine.